C'est paranormal et c'est maintenant. C'est paranormal et c'est maintenant. La plupart des gens sont sceptiques concernant les PES, perception extrasensorielle, et ce qu'on appelle le phénomène psy. Cependant, on constate le paradoxe suivant. La curiosité amène les gens à s'y intéresser, voire à s'y adonner. Une telle émission est justifiée car les jeunes sont suspicieux sur les domaines tels que la rétro-précognition, les rêves prémonitoires, clairaudience, voyance, monde parallèle, peuvent s'y abandonner sans esprit critique et avoir des conséquences graves sur leur vie. Comportement, dépression, suicide, changement de comportement, optimisme, démesuré, adhésion à des sectes pour mieux se réconforter des épreuves de la vie. Tout de suite, nous envoyons un journaliste en caméra cachée dans la réunion des ISPP. Bienvenue à cette réunion exceptionnelle de l'ISPP. Je viens à l'instant d'apprendre qu'un animateur très suspicieux au sujet de nos réunions a essayé d'introduire une caméra dans cette réunion. Et oui, donc comme je vous l'avais demandé la semaine dernière, vous allez me faire quelques rapports sur les phénomènes psy. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'ennuis, ni vous n'ayez été repéré par des ennemis potentiels. Donc nous allons commencer par vous, agent Poséidonios. Voulez-vous bien vous donner la peine de nous présenter ce que vous avez recueilli? Bien sûr, je vais fermer la lumière. Il n'y a pas de problème. Ok, je vais vous présenter le panpsychisme. Donc le panpsychisme, c'est l'unité du monde. D'abord Dieu, la nature et le destin. C'est un univers, l'univers est un corps unifié. Le monde est un tout sympathique à lui-même. Dans le cas des corps unifiés, il existe une certaine sympathie puisque lorsque le doigt ou une partie de notre corps est coupé, le corps entier en est affecté. Donc là, je vais vous donner une petite définition du panpsychisme. Le panpsychisme, c'est une doctrine philosophique qui attribue à la réalité physique des forces et des activités propres à l'âme humaine. En fait, le corps fait un avec la nature. Je vais prendre l'exemple de Jill Boyd Taylor pour vous expliquer tout cela. C'est une femme née en 1959, une scientifique américaine, spécialisée en neuroanatomie. Donc, elle a vécu un accident vasculaire cérébral. Alors, un accident vasculaire cérébral de ce type donne un moyen d'explorer les rôles dédiés de chacun des hémisphères cérébraux. Ce dysfonctionnement de l'hémisphère gauche s'est traduit par la focalisation sur le fonctionnement interne du corps, mais avec un regard extérieur car elle a vécu son AVC. Et en perdant quand même la notion des limites du corps, en ne percevant plus que de l'énergie. Donc cette femme se spécialise en neuroanalogie pour comprendre les raisons qui font que son frère atteint de schizophrénie ne peut se rattacher au monde, à la réalité commune et partagée. C'est à l'âge de 37 ans qu'elle vit un accident vasculaire cérébral dû à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau gauche, qui la rend incapable de parler, de lire, de marcher et qui la coupe également de tout souvenir. Elle aura donc une rémission complète de sa capacité au bout de 8 ans seulement. Donc en fait,
l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui provient de la logique, les souvenirs, le moi-je, et aussi c'est avec cet hémisphère qu'on peut raconter l'histoire de notre vie. L'hémisphère droit, c'est plus l'intuition, ce qu'elle appelle, elle, le la-la-land en fait. Donc c'est l'intelligence globale du cerveau, le sens artistique, et surtout, chaque information passe par ce cerveau, cet hémisphère du cerveau. Donc pour vous expliquer, j'ai choisi de vous montrer un peu la vidéo de Jill Paul Taylor où elle raconte son AVC. I grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder, schizophrenia. And as a sister and later as a scientist, I wanted to understand why is it that I can take my dreams, I can connect them to my reality, and I can make my dreams come true. What is it about my brother's brain and his schizophrenia that he cannot connect his dreams to a common and shared reality, so they instead become delusion? So I dedicated my career to research into the severe mental illnesses, and I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Benes in the Harvard Department of Psychiatry. And in the lab, we were asking the question, what are the biological differences between the brains of individuals who would be diagnosed as normal control as compared with the brains of individuals diagnosed with schizophrenia, schizoaffective, or bipolar disorder? So we were essentially mapping the microcircuitry of the brain, which cells are communicating with which cells, with which chemicals, and then in what quantities of those chemicals. So there was a lot of meaning in my life because I was performing this type of research during the day. But then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the hemorrhage, I could not walk, talk, read, write, or recall any of my life. I essentially became an infant in a woman's body. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Excuse me. Thank you. It's been a joy. Our right human hemisphere is all about this present moment. It's all about right here, right now. Our right hemisphere, it thinks in pictures, and it learns kinesthetically through the movement of our bodies. Information in the form of energy streams in simultaneously through all of our sensory systems, and then it explodes into this enormous collage of what this present moment looks like, what this present moment smells like and tastes like, what it feels like, and what it sounds like. I am an energy being
connected to the energy all around me through the consciousness of my right hemisphere. We are energy beings connected to one another through the consciousness of our right hemispheres as one human family. And right here, right now, we are brothers and sisters on this planet, here to make the world a better place. And in this moment, we are perfect, we are whole, and we are beautiful. My left hemisphere, our left hemisphere, is a very different place. Our left hemisphere thinks linearly and methodically. Our left hemisphere is all about the past, and it's all about the future. Our left hemisphere is designed to take that enormous collage of the present moment and start picking out details, and more details about those details. It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities. And our left hemisphere thinks in language. It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world. It's that little voice that says to me, hey, you got to remember to pick up bananas on your way home. I need them in the morning. It's that calculating intelligence that reminds me when I have to do my laundry. But perhaps most important, it's that little voice that says to me, I am. I am. And as soon as my left hemisphere says to me, I am, I become separate. I become a single, solid individual, separate from the energy flow around me and separate from you. And this is the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke. On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me, and then it released me. And then it just gripped me, and then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of pain, so I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my Cardia Glider, which is a full-body, full-exercise machine. And I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar, and I looked down at my body, and I thought, whoa, I'm a weird-looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. And it was all very peculiar, and my headache was just getting worse, so I get off the machine, and I'm walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perception, so I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you got to contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall. And I looked down at my arm, and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button. Total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there.
And then all of a sudden, my left hemisphere comes back online, and it says to me, hey, we got a problem, we got a problem, we got to get some help. And I'm going, oh, I got a problem, I got a problem. So it's like, okay, I got a problem. But then I immediately drifted right back out into the consciousness. And I affectionately refer to this space as La La Land. But it was beautiful there. Imagine what it would be like to be totally disconnected from your brain chatter that connects you to the external world. So here I am in this space, and my job and any stress related to my job, it was gone. And I felt lighter in my body. And imagine all of the relationships in the external world and any stressors related to any of those, they were gone. And I felt this sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage. Oh, I felt euphoria. Euphoria. It was beautiful there. And then again, my left hemisphere comes online and it says, hey, you've got to pay attention. We've got to get help. And I'm thinking, I got to get help. I got to focus. So I get out of the shower and I mechanically dress and I'm walking around my apartment and I'm thinking, I got to get to work. I got to get to work. Can I drive? Can I drive? And in that moment, my right arm went totally paralyzed by my side. Then I realized, oh my gosh, I'm having a stroke. I'm having a stroke. And then the next thing my brain says to me is, wow. This is so cool. This is so cool. How many brain scientists have the opportunity to study their own brain from the inside out? And then it crosses my mind, but I'm a very busy woman. I don't have time for a stroke. It's like, okay, I can't stop the stroke from happening, so I'll do this for a week or two, and then I'll get back to my routine. Okay, so I got to call help. I got to call work. I couldn't remember the number at work. So I remembered in my office I had a business card with my number on it. So I go into my business room, and I pull out a 3-inch stack of business cards. And I'm looking at the card on top. And even though I could see clearly in my mind's eye what my business card looked like, I couldn't tell if this was my card or not, because all I could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell. And then I would wait for what I call a wave of clarity. And in that moment, I would be able to reattach to normal reality. And I could tell, that's not the card, that's not the card, that's not the card. It took me 45 minutes to get 1 inch down inside of that stack of cards. In the meantime, for 45 minutes, the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere. I do not understand numbers. I do not understand a telephone, but it's the only plan I have. So I take the phone pad and I put it right here. I take the business card, I put it right here, and I'm matching the shape of the squiggles on the card to the shape of the squiggles on the phone pad. But then I would drift back out into La La Land and not remember if when I come back if I'd already dialed those numbers. So I had to wield my paralyzed arm like a stump and cover the numbers as I went along and push them so that as I would come back to normal reality, I'd be able to tell, yes, I've already dialed that number. Eventually, the whole number gets dialed, and I'm listening to the phone, and my colleague picks up the phone, and he says to me, and I think to myself, oh my gosh, he sounds like a golden retriever. And so I say to him, clear in my mind, I say to him, this is Jill, I need help. And what comes out of my voice is, and I think, oh my gosh, I sound like a golden retriever. So I didn't know that I couldn't speak or understand language until I tried. So he recognizes that I need help, and he gets me help. And a little while later, I'm riding in an ambulance from one hospital across Boston to Mass General Hospital. And I curl up into a little fetal ball. And just like a balloon with the last bit of air just right out of the balloon, I just felt my energy lift and I felt my spirit surrender. And in that moment, I knew that I was no longer the choreographer of my life. And either the doctors rescue my body and give me a second chance at life, or this was perhaps my moment of transition.
When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive. When I felt my spirit surrender, I said goodbye to my life, and my mind was now suspended between two very opposite planes of reality. Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain. Light burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape. Because I could not identify the position of my body in space, I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle. And my spirit soared free like a great whale gliding through a sea of silent euphoria. Nirvana. I found nirvana. And I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found nirvana. And if I have found nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find nirvana. And I pictured a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift this experience could be. What a stroke of insight this could be to how we live our lives. And it motivated me to recover. 2.5 weeks after the hemorrhage, the surgeons went in and they removed a blood clot the size of a golf ball that was pushing on my language centers. Here I am with my mama, who's a true angel in my life. It took me 8 years to completely recover. So, who are we? We are the life force power of the universe with manual dexterity and 2 cognitive minds. And we have the power to choose moment by moment who and how we want to be in the world. Right here, right now, I can step into the consciousness of my right hemisphere where we are. I am the life force power of the universe. I am the life force power of the 50 trillion beautiful molecular geniuses that make up my form, at one with all that is. Or I can choose to step into the consciousness of my left hemisphere, where I become a single individual, a solid, separate from the flow, separate from you. I am Dr. Jill Bolte Taylor, intellectual, neuroanatomist. These are the we inside of me. Which would you choose? Which do you choose? And when? I believe that the more time we spend choosing to run the deep inner peace circuitry of our right hemispheres, the more peace we will project into the world, and the more peaceful our planet will be. And I thought that was an idea worth spreading. Thank you. Car elle n'a plus de cerveau gauche pour classifier sa perception. C'est
Elle a donc une réelle perception sans sélection, donc elle vit vraiment la réalité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à Jean Platon. Moi, je vais vous parler de la rétrocognition, de la précognition et de la folie divine. Donc la rétrocognition, c'est la connaissance de faits passés impossibles à connaître selon les voies ordinaires. C'est la faculté de percevoir des éléments passés, non accessibles par des moyens classiques, à propos de personnes ou de choses. Donc ça s'appelle aussi la PES du passé. Donc il y a un exemple très célèbre par rapport à ça. Donc ça s'appelle les fantômes du Trianon. Donc c'est une expérience vécue en 1901 dans les jardins du Petit Trianon à Versailles. Donc en gros, c'est deux demoiselles de Paris qui tentèrent de s'expliquer l'épisode très étrange qu'elles avaient vécu. Donc elles ont vu cette femme, qui est Marie-Antoinette. Elles sont allées dans le petit jardin du Petit Trianon à Versailles et ont cru voir un fantôme qui représentait Marie-Antoinette marcher devant elles. Et donc ça représente bien justement la rétrocognition, parce qu'elles ont cru voir des faits passés alors qu'au final, on n'en sait rien. Donc, voilà. Donc qui n'a jamais fait un rêve dit prémonitoire, dans lequel il y voyait des faits qui se sont produits quelques jours plus tard. Donc maintenant on va passer à la précognition. Donc la précognition, c'est la connaissance d'informations portant sur un événement qui ne s'est pas encore produit. Donc c'est aussi synonyme de pressentiment, de prémonition, et ça désigne un type de perception extrasensorielle d'événements futurs. Donc on peut utiliser cela, ça se manifeste plutôt pendant le sommeil, sous hypnose, ou encore à l'état de transe. Donc on peut y voir justement deux précognitions. Donc la précognition spontanée, donc elle se manifeste en général dans les rêves et concerne particulièrement des événements qui peuvent toucher la population en général. Donc des grandes catastrophes comme tremblement de terre, éruption volcanique, crash d'un avion, donc que ça concerne tout le monde. Donc il ne s'agit ici que de catastrophes, et cela n'est pas un hasard. Tous ces événements tragiques s'accompagnent d'une intense émotion susceptible de favoriser la précognition. Cependant, la plupart des personnes sujettes à la précognition ne s'attardent que très peu sur leur prémonition, et ce n'est que lorsque la catastrophe a eu lieu qu'ils les réalisent enfin qu'ils l'avaient perçue. Donc en gros, ils font un rêve où se passe la catastrophe, et c'est que par exemple, une semaine après, ils voient au journal télé qu'il y a eu par exemple un crash d'un avion, et ils se rendent compte que justement c'est un rêve qu'ils ont déjà vu. Donc ça s'appelle aussi flashback. Et ensuite, la deuxième précognition est la précognition provoquée. Donc celle-ci est plus connue sous le nom de voyance. Donc elle est dite provoquée parce qu'elle se pratique en revanche à l'aide d'ustensiles, donc boule de cristal, miroir ou alors carte. Donc contrairement à la précognition spontanée, où toutes les personnes y ont été un jour confrontées, la précognition provoquée s'avère plus particulièrement développée. Parce que même si on dit qu'il y a des ustensiles, elle ne consiste pas juste à lire les cartes ou les instruments utilisés. Il s'agit pour le voyant de capter les sensations à l'intérieur de lui-même. Donc les accessoires permettent simplement de favoriser la concentration. Donc cette précognition est un outil de connaissance de soi et d'amélioration de la vie quotidienne. Donc comme exemple de cette précognition, on peut penser qu'il y a l'écart de Zener. Donc c'est inventé par le docteur Zener en 1920 et réutilisé après en 1930 par le docteur Joseph Rhin, qui utilisa cette méthode dans laquelle les participants ont enregistré leur hypothèse concernant l'ordre de sortie des cartes dans un jeu de cartes, chacune portant un des 5 symboles géométriques devenus emblématiques. Donc dans ce jeu de cartes, il y a 25 cartes, donc 5 de chaque symbole, donc rond, croix, il y a aussi les signes des lignes, un carré et une étoile. Donc en 600 tours dans le jeu de 25 cartes, ils marquaient en général légèrement au-dessus de 9 à chaque tour. Ces résultats, dit Rhin, sont stupéfiants si l'on évalue leur signification mathématique. Les chances contre l'intervention du hasard sont pratiquement infinies. Donc je vais vous présenter une vidéo pour que ce soit plus clair, pour vous expliquer les cartes de Zener. Le premier laboratoire de parapsychologie vit le jour à l'université Duke en 1920.
une aptitude universelle, bien que latente. Pour tester l'ESP, Ryan utilisa un jeu de 25 cartes représentant 5 symboles, nommés cartes d'ESP, ou encore cartes Zener. Ces symboles ont été pensés de façon à être aussi différents que possible les uns des autres. Pour le jeu entier, on escompte 5 succès par le hasard seul. Dans les tests de télépathie, émetteurs et récepteurs ont synchronisé leur montre et accordent 1 minute à chaque carte. L'émetteur retourne une carte après l'autre et se concentre sur son symbole. Dans une autre pièce, le sujet inscrit son choix. À la fin, tous ces résultats sont comparés au paquet cible et le succès compté. Pour la précognition, ce n'est que lorsque le sujet, ici la femme, a inscrit ses prédictions qu'une machine à battre les cartes détermine l'ordre du paquet cible. La plupart des expérimentations de l'époque testaient la clairvoyance. Dans ce test, chaque carte est enveloppée. Le sujet cherche à deviner, pour chacune, le symbole qui lui correspond. Ici, l'expérimentateur tient le paquet bien battu, face retournée. Le sujet, sans réfléchir, devine très rapidement le symbole de chaque carte et le montre du doigt. L'expérimentateur place la carte dans la pile sélectionnée. À la fin, les cartes placées dans les bonnes piles donnent le nombre de succès. Ryan testa de nombreux sujets et travailla intensément avec les plus remarquables, comme Pierce, ici, face à Ryan. La célèbre série Pierce-Pratt reste une des plus exceptionnelles de cette époque. Dans les cartes de Zener, on peut voir qu'elles sont encore utilisées dans le monde entier comme un test classique et fiable. Donc 5 estimations correctes sur 25 cartes sont le résultat du hasard. Et un nombre supérieur peut indiquer la présence de pouvoirs métapsychiques. Donc maintenant, on peut passer à la folie divine. Donc c'est en fonction justement d'un philosophe très célèbre qui s'appelle Platon. Donc pour Platon, la précognition est une maladie divine. Donc il y a 4 folies différentes. Donc la folie amoureuse, la folie poétique, la folie initiatique et la folie divinatoire. Toutefois, pour comprendre ces folies, il faut connaître la nature de l'âme et établir son immortalité. Donc pour lui, il est possible de connaître la véritable nature de l'âme en se la représentant sous une forme mythique. Donc il se la représente avec le mythe du char-ailé. Donc pour lui, l'âme est comparable à un attelage ailé céleste. Le cocher est la raison, l'intellect qui gouverne et l'attelage est tiré par 2 chevaux. Cependant, Platon introduit une différence entre l'âme des dieux et l'âme humaine. Donc pour lui, l'un des chevaux est blanc et noble, aspire au ciel. Obéissant, il représente le cœur. Et l'autre est plutôt noir et massif et attiré par la terre. Il représente la partie désirante de l'âme. Donc pour lui, on peut dire que ces 2 chevaux, pour l'âme humaine, ce mouvement devient donc difficile car l'attelage est appareillé et les 2 chevaux sont de nature différente. Donc c'est pas forcément équilibré et ça devient alors pour lui une folie divine, on peut dire. Ensuite, on peut parler de réflexion sur la symétrie du temps. Donc la précognition est une réflexion sur la symétrie du temps parce que, comme le dit le psychiatre Bernard Auriol, il formule une idée assez simple fondée sur une analogie géométrique. Donc puisque, comme on va le voir, une femme voyage vers le passé, on pourrait s'attendre à ce qu'une précognition d'un événement arrive en sens inverse, en commençant donc par la fin et en s'achevant par le début. Donc comme si notre vie était l'inverse de ce qu'on pensait. Donc pourquoi les souvenirs du futur dans des précognitions reproduisent-ils généralement au contraire l'ordre chronologique habituel? Donc on va bien voir dans la vidéo. Could this be the end? They weren't sure. He couldn't bear to be alone again. And she just felt so hurt.
relationship was difficult. She was irritated by the routine and annoyed by the sounds he made when he was drinking. And she would get upset so quickly. He seldom said anything about anything. When he watched her closely, it felt hard to believe that he had ever loved her. Or she, him. Her smile seemed like a lie to him. But time went by so quickly, and very soon the summer came, and everything got better. They stopped having breakfast together and decided to move into separate flats. There was this light feeling. Everything seemed so easy. They kissed each other more often. She laughed at his jokes. The sex got more exciting, and when he was at work, he could not stop thinking about her. When they were together, they looked happy. But sometimes, when their eyes met, they weren't quite sure who they were looking at. And with every kiss, a new secret was born. And then, quite suddenly, they began to feel excited, but insecure. They just hadn't had the chance to get to know each other. Almost like strangers. When he called her the next day, he felt nervous, and the conversation was short. That night, he couldn't sleep. Not for 1 second. Then, they met at a friend's birthday party. He tried to be funny, and she kind of liked him. Yet, there was almost no time left for them. She was, sitting across the room. Did he know her from somewhere? And then, their eyes met. For the very last time. They would not see each other ever again. But still, at that very moment, she smiled. En gros, c'est comme si leur relation elle était à l'inverse. Donc pour ce psychiatre, justement, il dit que la précognition est basée sur une analogie géométrique. Donc que notre vie, comme si elle était inversée. Donc que la fin était le début et que tout était inversé. Que le temps, c'était l'inverse au niveau de... Voilà. Donc maintenant, on peut passer à... Donc justement, j'ai trouvé quelques liens par rapport à la précognition. Donc ce film représente très bien la précognition puisque c'est le thème majeur de ce film qui s'appelle Minority Report de Steven Spielberg. Donc en plus d'une idée de scénario, ce sujet est le point de départ d'une réflexion sur la justice. Est-il légitime d'incarcérer pour meurtre des personnes désignées par des précognitions comme de futurs meurtriers ?
donc, mais innocentes au moment de leur arrestation. Donc on sait que grâce à une machine, on sait que ces personnes sont meurtrières, enfin qu'elles ont fait un meurtre, sauf qu'on ne peut pas les accuser car elles ne l'ont pas encore fait. Donc on peut se demander si c'est possible ou pas, donc je vais vous montrer une vidéo. Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système. Il est parfait, je suis d'accord. Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles. Vous n'avez jamais eu de faux indices? Il m'a piégé, il m'a piégé. Qui est la victime? J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures. Pas de geste brusque, chef. Je t'aime. Tu ne peux pas fuir, John. Alors ne me poursuivez pas. Donc ce n'est pas que dans les films, parce que la précognition est aussi utilisée à la police, donc avec un logiciel pour prévoir les crimes. Donc ici, Jeff Prantigum dit: nous pouvons avoir une idée de où et quand un crime va se produire, mais il est impossible de savoir qui va le commettre. Donc ce professeur s'est plongé il y a près de 7 ans dans une vaste étude destinée à théoriser les mécanismes qui mènent au crime. Donc pour lui, il peut, grâce à ce logiciel, qui est à la base utilisé pour détecter les séismes, il peut trouver les zones où il y a des points chauds, on va dire, pour trouver les crimes, les vols, tout ce qui peut se passer. Et justement, ils ont eu plus de 200 demandes émanant de nombreux pays. Donc c'est quand même qu'il est, il est assez réputé et très efficace. Donc justement, Après les météorologistes, c'est désormais au tour de la police d'anticiper l'avenir, pour savoir où et quand seront commis les actes de délinquance. Un logiciel nommé PrepPol fournit ces informations aux policiers du Kent au Royaume-Uni qui testent cette nouvelle arme. En analysant l'heure, la date et le lieu des derniers larcins, il est désormais possible d'anticiper les prochains crimes. Chaque case correspond à un périmètre de 150 mètres carrés. L'algorithme nous dit si cette zone est propice au crime ou pas. Alors ce que doit savoir faire un agent de l'ISPP, c'est avant tout savoir philosopher, mais aussi l'art du camouflage. Et comme je peux le voir aujourd'hui, vous avez tous réussi à faire cette épreuve en passant incognito et en changeant de salle. Alors, agent Platon, votre exposé, votre rapport sur la précognition, la rétrocognition et la folie divine était très intéressant, je vous en remercie. Nous allons procéder à un vote à la fin de tous les rapports de nos deux derniers agents qui sont Épicure et Aristote. Et maintenant, agent Aristote va nous présenter son rapport sur les rêves. Déjà bonjour tout le monde. Donc parlons d'un énorme phénomène qui dure seulement 7 secondes et qui pourtant intrigue depuis l'Antiquité toute une littérature. Il s'agit évidemment des rêves. Donc tout d'abord je vais commencer par vous donner une première définition du rêve, même si tout le monde s'en doute. Les rêves sont des images produites durant le sommeil et ils résultent de l'activité psychique. Donc tout se passe dans le cerveau et la nuit, ou même le jour, pour faire des rêves. Je vais vous donner quelques synonymes. Donc on peut appeler ça des songes ou des cauchemars, qui sont une image plutôt négative des rêves.
qui ne sont pas forcément agréables, contrairement à un idéal, comme on peut le dire, ou une utopie qui fait penser à des images paradisiaques ou quelque chose qu'on a vraiment envie. Ou encore une vision. Une vision qui peut nous amener au rêve prémonitoire qu'on verra plus tard dans ce rapport. Donc, les rêves sont les philosophes. Évidemment, nous sommes des philosophes. Donc, selon mon ami Platon, ici présent, c'est le lieu où les désirs honteux rêvés un jour se réalisent. Donc, selon vous, les images dont on a honte la journée reviennent dans nos rêves. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et selon mon grand ami Hippocrate, les rêves avaient une qualité de prodrome concernant l'état de santé d'une personne. Donc, on peut peut-être s'imaginer que si une personne allait mal, ça se reportait dans ses rêves la nuit. Selon Sigmund Freud, l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Les rêves, loin d'être un phénomène absurde ou magique, possèdent un sens. Il est l'accomplissement d'un désir. Donc, ici, on peut voir que Sigmund Freud a pris en quelque sorte les idées de Platon, a ramené à lui les idées de Platon, il se les a appropriées. Pour lui, il a une fonction de satisfaire le rêveur. Pour Freud, les rêves sont donc des réalisations hallucinatoires de désirs refoulés dans l'inconscient. Donc ça reprend les idées de Platon. Selon moi, je pense donc que c'est un phénomène somatique lié au vécu de la journée. Donc sur notre vécu de la journée, on reporte un peu tout dans la nuit. Donc je vais en parler plus en détail. J'ai donc écrit un livre dessus qui s'appelle Les Opuscules, donc Parva Naturalia. Les rêves sont pour moi comme un débris de sensations. J'affirme que le rêveur, en ressentant cette sensation, ne la ressent pas pour elle-même et indépendamment, mais au contraire ce qu'il ressent. Il la voit imaginativement et pas en association comme débris d'une sensation plus complexe. Je peux donc dire qu'il est clair que nous ressentons rien durant le sommeil, c'est clair. Ce n'est donc pas la sensation que nous sentons le rêve. Donc c'est vrai que quand on rêve, on n'a pas de sensation propre sur notre corps ou autre, c'est vraiment les débris de plusieurs petites choses qui sont passées de la journée, des actions qui nous ont marquées et qui finalement, une par une, apportent un débris à notre rêve. Donc nous pouvons continuer sur quelques messages de Dieu. Donc c'est un phénomène vraiment étrange qui ressemble à une vie parallèle. Donc on peut s'imaginer une autre vie dans un rêve qui n'est pas propre à notre vie, puisque c'est souvent des actions imaginaires qui ne peuvent même pas être réalisées dans la vie normale. C'est une source de tourment ou de plaisir. Donc on peut penser que Platon a des rêves un peu honteux concernant le plaisir ou certains tourments. Il suscite donc le plus grand intérêt depuis la nuit des temps. C'est exact. Pour une tribu aborigène, le temps du rêve fait référence à un passé mystique au cours duquel les êtres éternels qui peuplent les rêves ont semé les hommes, les femmes et les plantes sur la terre. Donc pour eux, tout est lié au passé et ça incarne des choses mythiques dans leurs rêves. L'Égypte, donc quant à elle a interprété ses rêves, elle leur a donné une valeur prémonitoire. Donc qu'est-ce que les rêves prémonitoires? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, les rêves prémonitoires, ce sont des rêves qui interprètent des actions qui peuvent se passer ultérieurement. Des actions qui ne sont jamais produites, donc vous rêvez, et elles peuvent se réaliser plus tard dans la vie. Évidemment, ces rêves sont vraiment très rares, et ils ne sont liés qu'à certaines personnes, mais c'est vraiment très rare de pouvoir avoir nous-mêmes un rêve prémonitoire qui interprète un futur. Donc, les scientifiques ont donc eu leur mot à dire, mais ils sont encore en cours de recherche. Pour eux, c'est le troisième état du sommeil, donc le rêve. Donc le moment où l'on rêve fait partie d'un certain cycle du sommeil, plutôt agité, et ils savent étudier exactement le bon moment pour essayer de comprendre la psychologie des rêves, même si elle est parfois difficile. On lit encore maintenant dans l'actualité que des banques de rêves ont ouvert. C'est plutôt amusant puisqu'on trouve ça un peu bizarre, mais ça peut permettre à des gens d'enregistrer en quelque sorte leurs rêves pour les faire étudier par les scientifiques. Donc nous espérons que l'avancée sur les rêves va dorénavant encore plus s'améliorer et avancer pour pouvoir avoir de nouveaux éléments. Voilà.
questions sur nos rêves, etc. Et j'ai appris des choses sur Platon aussi, très intéressantes. Mais vous pouvez regagner votre place et nous allons voter à la fin du rapport de notre agent Épicure qui va présenter à partir de maintenant la clairvoyance. Parler de la clairaudience. Donc la clairaudience, c'est une faculté d'audition paranormale. Donc en fait, le phénomène se manifesterait généralement par un sifflement de l'oreille gauche. Et ensuite, elle serait suivie de signaux sonores, par exemple du style Morse, qui donne en fait, ce serait une voix qui donnerait des informations à la personne. Donc ce phénomène, il faut le distinguer de la télépathie tout de même. Et en fait, le clairaudient, il pourrait établir un dialogue avec des voix de personnes vivantes ou décédées. Et il pourrait arriver quelquefois qu'un clairaudient entende plusieurs voix, mais cependant dans une langue inconnue. Et donc c'est ce qu'on appelle la xénoglossie. Il pourrait aussi avoir la faculté d'enregistrer des chansons, par exemple, lorsqu'il entend des voix, et il pourrait même les restituer mentalement. Et plus généralement, un clairaudient fournirait une précognition ou une rétrovision d'événements ou d'informations. Donc ce phénomène, nous pouvons l'appeler phénomène physiologique. C'est la clairaudience ou la faculté de percevoir des sons hors de portée de lui. Donc les pratiques de l'hypnotisme et de la télépathie sont toutes deux alliées du spiritisme. Et donc en fait, elles donnent naissance à des phénomènes étranges tels que la clairvoyance, la clairaudience, et il existe beaucoup d'autres phénomènes étranges issus de la télépathie. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui met en scène une expérience en fait pour savoir s'il existe vraiment une télépathie entre les jumeaux. Confirmation télépathique, on n'y croit pas. On n'a jamais vécu d'expérience un peu étrange, quoi. Voilà. Bon alors, la télépathie, ça marche ou ça marche pas? Pour pouvoir se prononcer, les scientifiques ont imaginé plusieurs expériences. En voici une qui a été réalisée en 2008 aux États-Unis, au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Voici le dispositif. Les scientifiques ont installé deux frères jumeaux dans deux pièces différentes. L'un d'eux a même été placé dans un IRM afin d'observer ce qui se passe dans son cerveau. Au premier, on a fait défiler toute une série d'images, les unes après les autres, en lui demandant d'essayer d'envoyer mentalement chaque image à son frère. À celui-ci, on a présenté, après chaque envoi, deux images, dont la bonne, en lui demandant d'indiquer celle que son frère était censé lui avoir envoyée. Alors je sais ce que vous allez penser, à quoi bon si on limite le choix à deux possibilités? Ça facilite l'exercice. Eh bien pas vraiment, vous allez voir. Si on donne la réponse au hasard, on a une chance sur deux de donner la bonne réponse. Bon, je sais, avec un peu de chance, on peut réussir à donner la bonne réponse 3 ou 4 fois de suite. Mais si on fait l'exercice plusieurs centaines de fois à la suite, là, les lois de la statistique reprennent le dessus. 50% des réponses seront bonnes, 50% seront mauvaises. En ce qui concerne cet exercice, il a été reproduit 250 fois avec plusieurs paires de jumeaux. Aucune paire de jumeaux n'a fait mieux que le hasard. Si les jumeaux avaient fait mieux, c'eût été la preuve que la télépathie existait entre jumeaux. Quant à l'IRM, il n'a rien révélé. Alors ça ne veut pas dire que la télépathie n'existe pas, mais pour le moment, on n'en a aucune preuve. Alors il est vrai qu'on se ressemble beaucoup, hein, mais bon, pas. Donc, comme on a pu le voir dans le reportage, il n'y a pas vraiment de preuve que la télépathie existe. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, d'une femme qui est tout à fait banale, qui est dépourvue de toute connaissance en physique, mais qui se prétend médium. Elle est capable
de produire à une grande distance des sons intelligibles. Mais elle peut aussi, par exemple, voir des images de personnes vivantes ou décédées grâce au simulacre. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de scientifique ou non? C'est ce qu'on va voir, puisque nous avons l'avis d'un scientifique. Donc c'est un spécialiste des sciences parallèles. Donc c'est le professeur Joseph Banks-Rhine, qui est de l'université Duke en Caroline du Nord. Et donc en fait, dans les années 30, la clairaudience était qualifiée. En fait, on en parlait en disant que toutes les formes de perception ne relevant pas des 5 sens habituels et qui autorisent l'accès à des informations en provenance aussi bien du temps que de l'espace, ainsi que tous les phénomènes psychiques et biopsychiques à l'origine de l'émission de telles informations. Donc, en fait, il explique la clairaudience lorsque une personne entend une voix lui dicter un message psy. Et donc, en fait, ça peut être celle d'un être de l'être justement qui envoie l'information. Donc, ça peut être, par exemple, dans le cas d'une personne qui est en danger, par exemple. Ou ça peut aussi être la voix d'un émetteur, mais il s'agit d'une expérience en laboratoire, en fait. Ça peut être aussi une voix dite off, qui n'appartient en fait à personne. C'est le sujet qui l'entend tout simplement, mais qui en réalité n'existe pas. Donc ça peut être n'importe quel type de voix. Ça peut être une voix masculine, féminine, une voix plutôt calme ou encore angoissée. Donc je vais vous parler des univers parallèles, parce qu'on pourrait se demander comment certaines personnes vivent le phénomène de la clairaudience. Donc on estime que notre univers en fait a commencé lorsque l'inflation cosmique s'est produite dans une minuscule région d'espace vide. Donc même aujourd'hui, l'énergie sombre fait que l'univers s'étend de plus en plus rapidement et répand la matière qu'il contient en couches, mais toujours de plus en plus fines. Donc au bout du compte, tout ce qui restera en fait sera de l'espace vide. Et donc on peut penser que notre univers n'est qu'un parmi tant d'autres. Et donc ça pourrait former donc un multivers. Donc comme on l'a dit, c'est possible qu'il y ait un nombre infini d'univers bulles, donc produits de cette manière. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de penser que les lois de la physique soient les mêmes dans chaque univers. Donc cela explique que l'énigme de la cosmologie anthropique et signifie également qu'il existe des univers dans lesquels chaque éventualité envisageable se produit. Donc les univers dans lesquels, par exemple, c'est vous qui écrivez un livre, mais dans un autre, c'est une autre personne qui lit ce livre. Donc par exemple, on peut croire aussi que le Sud a gagné la guerre de sécession dans un monde, alors que dans l'autre, c'est pas le cas. Alors, l'infinité de mondes, je vais en parler, puisque, donc, comme je l'ai dit, ce serait un monde parmi tant d'autres dans lequel nous vivons. Et donc, en fait, dès l'Antiquité, il y a les philosophes comme Démocrite ou Lucrèce qui ont évoqué la possibilité de ces différents mondes. Donc, il y a même un penseur grec qui s'appelle Anaximandre de Milet. Il l'a défendu il y a tout juste 26 siècles. Et c'est pour dire, elle a même valu le bûcher à un philosophe en 1600 qui est Giordano Bruno. Et donc, qui, avec ses infinités de mondes, bousculait une vision du monde centrée sur notre Terre. Donc, Lucrèce et moi, nous pensons que l'univers ne se réduit pas qu'à notre système solaire.
il est illimité et d'autres mondes existent. Donc par exemple, je vais vous dire que l'univers existant n'est limité dans aucune de ces dimensions. Donc Lucrèce fait systématiquement une première description des choses sur un monde binaire, donc pour montrer ensuite qu'elles peuvent s'organiser autrement. Ainsi, de la forme des atomes qui sont soit ronds, soit crochus, en fait, il en découle une sensation. Par exemple, lorsque c'est rond, ils sont liquides et causent des sensations douces, alors que quand ils sont crochus, ils sont solides et amers. Alors, on a aussi, par exemple, cette infinité de mondes intéresse aussi le monde de la littérature et du cinéma, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement que dans la science-fiction. Par exemple, je vais prendre un exemple de film. Donc il s'appelle Smoking No Smoking. Donc c'est un réalisateur français, Alain René, qui est à l'origine de ce film. Et en fait, dans le début de l'histoire, il s'agit d'un personnage qui a le choix entre fumer ou non. Et en fait, dans chaque volet du film, il y a une suite. Donc par exemple, il y a 6 fins. Et chacun, en fait, il y a 6 fins possibles à chaque début. Par exemple, on aura 12 scénarios dans 12 univers différents. Et ils seront tous aussi, ils paraîtront tous aussi réels les uns que les autres. Donc c'est pour ça que la notion d'univers multiple pousse cette idée d'infini, à l'infini. Tous les scénarios ont lieu. C'est celui d'un monde doté de galaxies, d'étoiles et d'une Terre, dans lequel par exemple, vous commencez à lire un livre, et au final, dans un autre monde, vous finissez de lire. Mais c'est aussi celui d'un monde sans étoiles, ni planètes, ni lecteurs, et c'est une infinité d'autres mondes encore qui existent. Donc, est-ce qu'on peut vraiment considérer cette infinité de mondes scientifiquement? Enfin, est-ce qu'on peut vraiment le prouver scientifiquement? On ne sait pas trop parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des hypothèses, mais ce sont des hypothèses qui demeurent encore spéculatives et controversées. Elle a gagné du champ scientifique. Je vais me dire, depuis quelques années, il y a certains physiciens et des théoriciens notamment, qui disent qu'en fait c'est l'idée de monde parallèle, c'est un outil de travail dont on ne peut plus faire l'économie. Tout simplement parce qu'en fait, le fait de penser qu'il y ait plusieurs univers, ça intéresse vraiment les gens. Et donc du coup, c'est vraiment utile de nos jours. Donc on va découvrir un peu cette idée de monde parallèle, mais d'un point de vue quantique. C'est une théorie assez mystérieuse en fait, l'idée de monde parallèle. Et c'est une puissance, c'est une théorie qui est puissante en fait dans le monde subatomique. Dans laquelle les concepts habituels concernant les forces et les mouvements ne s'appliquent plus de la même manière. Donc ces concepts doivent être remplacés par une nouvelle sorte de mécanique fondée sur ce qu'on appelle les règles quantiques. Donc en fait cette idée elle a été développée pour la première fois au début du XXe siècle par le physicien allemand Max Planck, qui émit l'hypothèse que selon laquelle l'énergie se trouve sous la forme de minuscules blocs appelés quanta. Cette théorie elle a été approfondie par notamment Einstein ou Niels Bohr dans les années 1920 à peu près. Cependant, en dépit de son immense succès, la mécanique quantique reste entourée de mystères, car personne ne sait vraiment comment et pourquoi elle fonctionne de cette manière.
Elle émet certaines prédictions sur le monde microscopique qui défient totalement le bon sens. Par exemple, elle explique comment un atome peut exister dans plusieurs endroits au même moment, jusqu'à ce que l'on vérifie que c'est fait en fait. Elle dit aussi qu'un électron peut tourner à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et à l'inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc ces propriétés et d'autres aussi étranges ne sont pas créées par des problèmes de la théorie, mais elles reflètent simplement, pas si simplement en fait, ça dépend du point de vue, la manière dont la nature se comporte à ces échelles. Alors très bien, agent Épicure. Alors nous allons maintenant procéder au vote comme je vous l'ai demandé. Alors nous allons commencer tout d'abord par l'agent Posidonios qui nous a présenté les panchéchismes. Qui souhaite voter pour ce rapport? Pardon, je fais pause. 3. Alors maintenant nous allons voter pour savoir si vous croyez au rapport présenté précédemment. Nous allons commencer avec le panchéchisme de Posidonios. Qui y croit et qui n'y croit pas? Personne? D'accord. Ensuite, nous allons passer avec le rapport de Platon avec sa préconition. Qui y croit? Alors, agent Épicure, d'accord, très bien. Et la rétrocognition. 2 personnes, agent Platon et, je vais dire, Posidonios, d'accord. Ensuite, comme vous avez pu le voir, c'était l'agent Aristote avec les rêves. Qui croit aux rêves prémonitoires? 3 personnes, d'accord, très bien. Et nous allons terminer avec la clairaudience de agent Épicure. Qui y croit, qui n'y croit pas? Personne n'y croit, très bien. Donc, suite à vos rapports, je vais moi-même faire un rapport et vous le présenter dans les plus brefs délais. Et j'espère qu'il ne tombera pas entre les mains de l'animateur qui est sceptique à l'ISPP. Voilà.